Le sol de marbre poli reflétait l'éclairage encastré comme un lac sombre et immobile. Chaque cliquetis de verre, chaque salve de rires affectés, semblait résonner dans l'espace caverneux de la salle de réception du cabinet d'avocat, situé au 70e étage. C'était un monde à des lieues de l'odeur de sueur et de teinture à bois qui était mon atmosphère natale. Mon épouse, Hélène, y glissait comme un cygne, tout en lignes élégantes dans sa robe grise anthracite, une flûte de champagne tenue avec une aisance consommée. Moi, dans mon plus beau costume, celui que j'avais acheté pour nos 10 ans de mariage, je me sentais plutôt comme un cheval de trait dans une compétition de dressage. Solide, fiable, mais totalement hors de propos. Et là, disais-je à un petit groupe qui comprenait le patron d'Hélène, un homme nommé Arthur, dont la poignée de main ressemblait à une brève pression condescendante, le client me dit qu'il veut que tout l'îlot central de sa cuisine soit fait d'une seule planche de bois de grange de récupération. Une seule planche de plus de 3,50 m de long. Je lui ai répondu « Monsieur, un arbre aussi vieux et aussi large mérite une plaque commémorative, pas de servir à couper vos oignons. » Quelques-uns pouffèrent poliment. C'était une bonne histoire, l'une des meilleures de mes 30 ans de métier d'ébéniste. Elle parlait d'artisanat, de respect des matériaux, avec une pointe d'humour terre à terre. C'était une histoire authentique. Mon histoire. Hélène, qui avait été momentanément distraite par un collègue de passage, se retourna juste à temps pour saisir la chute. Son sourire était mince, fragile, une fêlure dans un vernis de porcelaine parfaite. Elle posa une main sur mon bras, ses doigts exerçant une pression surprenante, presque douloureuse. « Richard, mon chéri, » dit-elle, sa voix un murmure grave et pressant destiné à mes seules oreilles, bien que les yeux d'Arthur pétillassent d'intérêt. « Ne pourrions-nous pas parler d'un sujet un peu plus pertinent pour la soirée ?» La chaleur de la pièce sembla s'estomper. Les sourires polis du petit cercle ressemblèrent soudain à des masques. Pertinent. Mon travail de toute une vie, celui même qui avait payé l'acompte sur la maison qu'elle aimait, qui avait financé son master lorsqu'elle avait décidé de changer de carrière il y a 15 ans, n'était pas pertinent. Je tentais de me ressaisir, de retrouver mes appuis sur le sol lisse et poli. Eh bien, je suppose que le travail du bois n'est pas aussi palpitant que les litiges commerciaux, dis-je, esquissant un sourire d'autodérision. Il me parut faible, artificiel. Ce n'est pas ça, c'est juste... Elle s'interrompit, ses yeux parcourant la pièce, vérifiant qui pouvait écouter. Elle se pencha plus près, son parfum, une fragrance que j'aimais d'habitude, me semblant désormais entêtant, étouffant. Son murmure était tranchant, un éclat de glace dans mon oreille. « Tu es un peu... bruyant, un peu trop. Tu me mets mal à l'aise. » Mettre mal à l'aise. Le mot ne fit pas qu'atterrir, il détonna. Ce fut une petite explosion silencieuse au centre de ma poitrine, aspirant tout l'air, ne laissant qu'un vide creux et résonnant. Je la regardais, la femme que j'aimais depuis 22 ans, celle pour qui j'avais remodelé toute l'architecture de ma vie. Son visage était crispé par une émotion que je connaissais trop bien, l'anxiété sociale. Un besoin désespéré d'être approuvé par ces gens qui voyaient le monde en heures facturables et en symboles de statut. Mais cette fois, elle était dirigée contre moi. J'étais la variable qu'elle ne pouvait pas contrôler, la tâche sur sa présentation par ailleurs parfaite. Mon propre sourire se dissipa. Je sentis le sang se retirer de mon visage. Je regardais au-delà d'elle Arthur, qui prétendait maintenant être profondément fasciné par une œuvre d'art moderne accrochée au mur, un amas de traits rouges rageurs sur une toile blanche. Il avait entendu. Ils avaient tous entendu. « Hélène, » dis-je, ma voix à peine un murmure. « Contente-toi de bavarder discrètement pendant un moment, d'accord ?» implora-t-elle, ses yeux grands ouverts, lancés dans un appel frénétique. « S'il te plaît, Richard, c'est important pour moi. » J'acquiesçais lentement, le mouvement me semblant mécanique, déconnecté de mes pensées.
Je la regardais se détourner, se réengager sans transition avec son patron, son rire désormais léger et aérien, comme si elle ne venait pas de me planter un pieu dans le cœur. Je restais là un instant, un fantôme au festin, l'homme invisible. L'histoire que j'avais racontée, l'essence de mon art et de ma fierté, avait été rejetée comme un embarras. J'avais été rejeté comme un embarras. La pièce était pleine de monde, une centaine de personnes ou plus, mais je ne m'étais jamais senti aussi profondément seul. Un serveur passa avec un plateau de hors-d'œuvre. Je regardais ces minuscules créations parfaites. Une tranche de saumon fumé sur un cercle de pumpernickel, une quenelle de quelque chose de vert sur un cracker. C'était de la nourriture conçue non pas pour être appréciée, mais pour être consommée sans incident, sans dégâts, comme les conversations, comme les gens. Hélène me jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, un bref et nerveux éclair. Son expression n'était pas celle du remords. C'était celle d'une anxiété persistante, comme si elle surveillait un équipement défectueux qui pourrait tomber en panne à tout moment. Ce regard fut la confirmation finale. Je n'étais pas son partenaire ici, j'étais son handicap. Elle s'écarta de son groupe et revint vers moi, ses talons claquant un rythme agressif sur le marbre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, sa voix toujours un murmure tendu. « Tu boudes ?»« Non, Hélène, » répondis-je. Ma voix était calme, étrangement calme. La tempête, elle, faisait rage à l'intérieur. « Je ne boude pas. »« Eh bien, on dirait que si. Fais juste un effort pour t'intégrer. »« Je ne crois pas pouvoir, » dis-je en croisant son regard. Pour la première fois, elle sembla réaliser que quelque chose s'était véritablement brisé. Je crois que le mieux est que je parte. Un éclair de soulagement traversa son visage avant qu'elle ne puisse le masquer par une inquiétude jouée. Partir ? Mais la soirée ne fait que commencer. Arthur n'a même pas encore prononcé son discours. Je ne me sens pas bien, dis-je. Le mensonge était pour elle, pour le public auquel elle tenait tant. La vérité, c'est que j'étais anéanti. Ah. Elle posa sa main sur mon front, un geste purement théâtral. Tu n'as pas de fièvre. Tu es sûr que tu ne peux pas rester. Ce serait bizarre que tu partes si tôt. Ce serait bizarre. Pas « tu vas me manquer », pas « je suis désolé de t'avoir blessé », mais ce serait bizarre. Ma présence était une gêne, mais mon absence serait un faux pas social. Les calculs de son monde étaient froids et brutaux. « J'en suis sûr, » dis-je, la voix neutre. Je me tournai et commençai à marcher vers les ascenseurs. Je ne me retournai pas. Le chemin me parut interminable. Je sentais son regard, et ceux des autres, sur mon dos. J'étais le lourd cheval de trait, qu'on menait enfin hors de l'arène immaculée. Je ne courus pas. Je ne sortis pas en trombe. Je me contentai de marcher, les épaules droites, la tête haute, un siècle de dignité tranquille pour seule armure. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient silencieusement, m'enfermant dans une boîte à miroir, j'aperçus mon reflet. Un homme de 58 ans, avec des rides de dur labeur gravées autour des yeux et de la sueur de bois incrustée à jamais sous les ongles. Un homme qui, soudain, me paraissait être un étranger. L'ascenseur descendit 70 étages, et à chaque étage, j'avais l'impression de m'enfoncer plus profondément dans une vérité froide et dure que j'évitais depuis des années. Ma femme m'avait demandé de partir plus tôt. Alors, je l'ai fait. Et je savais, avec une certitude qui me glaçait le sang, que je ne quittais pas seulement une soirée. Je laissais autre chose derrière moi, aussi. Le trajet de retour fut silencieux. Je n'allumai pas la radio. Le silence dans la cabine de mon pick-up, habituellement un compagnon confortable, était lourd de mots non prononcés, des échos de ce seul et dévastateur murmure, gênant. En arrivant à la maison, la demeure était immobile et sombre, une scène vide. Je traversai le salon qu'Hélène avait décoré avec tant de soin dans des nuances de gris et de beige, un paysage minimaliste qui ressemblait plus à un hall d'hôtel qu'à un foyer. J'avais construit les étagères qui tapissaient un mur de mes propres mains, ajustant chaque joint avec une précision qui était ma marque de fabrique. Ce soir, elle semblait se moquer de moi, un témoignage d'une contribution qui n'était plus valorisée. Je ne me rendis pas dans notre chambre, mais en bas, au sous-sol, dans mon atelier.
Dès que j'ouvris la porte, l'odeur familière du cèdre et du vernis emplit mes poumons. C'était l'odeur de ma propre valeur, de ma réalité. J'allumai les néons au plafond et l'espace s'anima. Sciées et raboteuses se dressaient comme de silencieux et loyaux soldats. Les outils à main étaient suspendus en rangées ordonnées sur un mur de panneaux perforés. Sur un établi au centre de la pièce se trouvait mon projet actuel, un berceau, sculpté en bois de cerisier, pour ma petite fille par alliance, dont l'arrivée était prévue dans 3 mois. Je passai ma main sur la bascule lisse et incurvée. J'y avais déjà passé plus de 60 heures à sculpter minutieusement les minuscules oiseaux chanteurs sur la tête de lit. C'était un cadeau d'amour, un cadeau de temps, un cadeau d'un grand-père. Mais alors que je me tenais là, le froid de la fête me collant encore à la peau, une nouvelle pensée amère s'insinua. Ma belle-fille, Jessica, l'apprécierait-elle même? Ou le verrait-elle comme démodé, une pièce d'art populaire gênante à cacher dans la chambre de bébé, remplacée par quelque chose d'élégant et de scandinave provenant d'un catalogue? Le mot belle-fille résonna dans mon esprit. 22 ans. J'étais dans la vie de Jessica depuis qu'elle avait 5 ans. Son père biologique était décédé dans un accident de voiture 1 an avant que je ne rencontre Hélène. Je n'ai pas seulement épousé une veuve, je suis tombé amoureux d'une famille. Je me souvenais d'une petite fille maigre aux yeux tristes qui avait peur des orages. C'est moi qui m'asseyais avec elle, lui racontant des histoires sur le roi du tonnerre, jouant au quil dans les nuages jusqu'à ce qu'elle s'endorme. C'est moi qui lui ai appris à faire du vélo, courant à côté d'elle sur le trottoir, ma main sur l'arrière de la selle, jusqu'à ce moment magique où j'ai lâché prise et où elle a juste continué. Mon cœur avait gonflé d'une fierté si intense que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Et son frère, Marc. Il avait 7 ans quand je suis arrivé, un petit garçon plein de colère et de confusion. Il m'a mise à l'épreuve à chaque tournant. J'ai entraîné son équipe de Little League pendant 4 saisons consécutives, même si je travaillais 60 heures par semaine pour lancer mon entreprise. Je me suis présenté à chaque réunion parents-professeurs, à chaque pièce de théâtre de l'école. C'est moi qui m'étais assis avec lui à la table de la cuisine et qui avait patiemment schématisé le moteur à combustion interne lorsqu'il s'était intéressé aux voitures, suscitant un intérêt qui l'a mené à un diplôme en génie mécanique. J'étais là. Toujours. Je ne les ai jamais adoptés officiellement. Hélène et moi en avions discuté une fois, au tout début. Elle pensait que ce serait une trahison à la mémoire de son défunt mari, et moi, voulant respecter son chagrin, j'avais acquiescé. Ce n'est qu'un bout de papier, Richard, avait-elle dit. Tu es leur père à tous les égards. Pendant des années, j'ai cru que c'était vrai. Pendant des années, ça l'a été. Il m'appelait Richard, mais il fut un temps où la façon dont il prononçait mon nom était empreinte d'une affection aussi réelle que n'importe quel papa. Je me suis dirigé vers un classeur métallique poussiéreux dans un coin de mon atelier. J'ai ouvert le tiroir du bas, celui étiqueté « Finances familiales ». Il était rempli de vieux registres de chéquiers, de reçus et de relevés bancaires. Mes mains, d'habitude si fermes, tremblaient légèrement lorsque j'ai sorti un épais dossier intitulé « Éducation ». À l'intérieur se trouvaient les traces de mes sacrifices. 4 années de frais de scolarité dans une université privée d'arts libéraux pour Marc. Les factures étaient toutes là, totalisant plus de 160 000 $. J'avais accepté 3 emplois supplémentaires de cuisinier cette année-là, travaillant jusqu'à minuit la plupart des soirs, le corps douloureux, juste pour m'assurer qu'il puisse obtenir son diplôme sans aucune dette. Il m'avait envoyé une carte de remerciement. Je l'avais encore quelque part. Puis il y avait le dossier de Jessica. Elle avait décidé qu'elle voulait être une artiste. Pas n'importe quelle artiste, mais une artiste plasticienne. Son école de rêve était un institut d'art prestigieux et notoirement coûteux dans la ville. Les frais de scolarité s'élevaient à 40 000 $ par an. Hélène avait hésité. C'est tellement d'argent, Richard, et pour un diplôme d'art. Mais j'avais vu la passion dans les yeux de Jessica. Je croyais en elle. Nous allons nous en sortir, avais-je dit à Hélène. Le rêve d'un enfant vaut la peine de se surpasser. Alors je me suis surpassé. J'ai réhypothéqué la maison.
La maison même que mon propre père m'avait laissée, celle dans laquelle j'avais emmené Hélène et les enfants. J'ai pris le risque. Encore 160 000 $, plus des milliers d'autres pour le matériel, les frais de studio et les dépenses courantes. J'ai trouvé le reçu de son cadeau de remise de diplôme. Elle voulait un type spécifique d'appareil photo professionnel, un modèle haut de gamme qui coûtait près de 3 000 $. Je le lui ai acheté. Je me souviens de l'expression sur son visage lorsqu'elle l'a ouvert. Un éclair d'excitation, rapidement suivi de « Oh, waouh ! C'est le modèle d'il y a 2 ans. Le nouveau a un nombre de mégapixels plus élevé. Mais merci, c'est super. » J'avais ressenti une petite piqûre à ce moment-là, mais je l'avais balayée. Elle était jeune, absorbée par son monde. J'étais l'adulte, je devais être compréhensif. La piqûre que j'ai ressentie ce soir n'était pas petite. C'était une blessure béante. C'était l'aboutissement d'un millier de petites coupures, d'un millier de moments où l'on me prenait pour acquis, où l'on me reléguait au rôle de distributeur automatique de billets ambulants, utile pour son compte bancaire, mais dont la personnalité était un inconvénient. L'humiliation a commencé à s'associer à d'autres souvenirs, formant une chaîne de preuves accablante. J'ai pensé au mariage de Jessica il y a 2 ans. J'en avais payé plus de la moitié, une somme proche de 30 000 $. Je l'ai conduite à l'hôtel, le cœur noué de fierté et de tristesse. J'ai placé sa main dans celle de son nouveau mari. Et puis, à la réception, sa demoiselle d'honneur, sa meilleure amie de toujours, a fait un discours. Elle a parlé magnifiquement du défunt père de Jessica, à quel point il aurait été fier. Elle a parlé de la force d'Hélène. Elle n'a jamais mentionné mon nom une seule fois. Pas une seule fois. Plus tard, lorsque les discours du côté du marié ont commencé, son père a parlé de moi comme du mari d'Hélène, Richard. Pas le père de la mariée. Pas l'homme qui l'avait élevée. Juste un appendice de sa mère. J'avais essayé d'en parler à Hélène plus tard ce soir-là, une fois les invités rentrés chez eux et que nous étions en train de ranger. « As-tu remarqué ?» avais-je demandé d'une voix calme. « Dans les discours. »« Oh, Richard, ne sois pas si sensible, » avait-elle dit, en agitant une main désapprobatrice. C'était une journée chargée d'émotions. Les gens pensaient à son père. Ce n'est pas une réflexion sur toi. Mais ça l'était. C'était le reflet parfait. J'étais l'associé silencieux, le bailleur de fonds, le machiniste qui travaillait dans l'ombre pour s'assurer que les stars sur scène puissent briller. Mon rôle était d'être présent, mais invisible, soutenant, mais silencieux. Et ce soir, à la fête de son bureau, j'avais enfreint les règles. J'avais essayé de me mettre sous les projecteurs pendant un instant, de raconter ma propre histoire, et j'avais été réprimandé et renvoyé comme un enfant qui se conduit mal. Une vague de fureur froide, différente de tout ce que j'avais ressenti auparavant, m'a submergé. Ce n'était pas une colère chaude et explosive, c'était une rage lente et glaciale. La colère d'un homme qui a enfin réalisé le véritable paysage, austère, de sa vie. J'avais bâti mon monde autour de cette famille. J'avais investi mon temps, mon argent, mon amour, mon âme même, dans les fondations de leur bonheur. Et en retour, ils avaient bâti leur vie sur ces fondations, sans jamais daigner baisser les yeux et reconnaître l'homme qui soutenait tout. Ils partaient du principe que je serais toujours là, solide et sans me plaindre, parce que ça avait toujours été le cas. Mon téléphone vibra sur l'établi, un son strident et intrusif dans le sanctuaire de mon atelier. Je jetai un coup d'œil à l'écran. C'était Hélène. Je laissai la messagerie vocale prendre le relais. 1 minute plus tard, il vibra à nouveau. Cette fois, c'était un SMS. « Où es-tu ? Je me fais raccompagner. Il faut qu'on parle. » Il faut qu'on parle. La phrase classique qui n'annonce jamais une véritable conversation. Cela signifiait qu'elle allait m'expliquer à quel point j'avais surréagi, à quel point je l'avais mise dans une position délicate, à quel point je devais m'excuser d'avoir fait une scène en partant. Ce ne serait pas une conversation sur mes sentiments. Ce serait une leçon sur ses besoins. Je ne répondis pas. Je m'assis sur un simple tabouret en bois que j'avais fabriqué il y a des années, un objet purement fonctionnel, et enfouis mon visage dans mes mains.
L'odeur de la poussière de bois sur mes paumes était réconfortante. Le silence de l'atelier était mon seul réconfort. Le berceau était devant moi, à moitié terminé, un monument à un amour dont je n'étais plus sûr qu'il soit réciproque. Pour la première fois en 22 ans, je me posais une question à la fois terrifiante et libératrice. Et si j'arrêtais tout simplement? Et si j'arrêtais d'être la fondation? Que se passe-t-il lorsque l'homme qui soutient tout décide enfin de se défendre? Hélène arriva à la maison environ 1 heure plus tard. J'entendis le clic de la porte d'entrée, le bruit de ses talons sur le parquet à l'étage, puis le son de sa voix qui appelait mon nom, d'abord avec irritation, puis avec une pointe d'inquiétude. Finalement, j'entendis ses pas dans l'escalier du sous-sol. La porte de mon atelier s'ouvrit en grinçant. Elle se tenait là, en silhouette contre la lumière du couloir, les bras croisés sur la poitrine. Sa robe coûteuse semblait déplacée dans le décor de mes outils et de mon bois de charpente. « Te voilà, » dit-elle. Son ton n'était pas celui du soulagement. Il était accusateur. « Je t'ai appelé. Pourquoi n'as-tu pas répondu ?»« Je n'avais pas envie de parler, » dis-je, sans lever les yeux du morceau de merisier que je ponçais maintenant inutilement avec un papier à grains fins. Le mouvement répétitif était apaisant. « Tu n'avais pas envie de parler, » répéta-t-elle, incrédule. « Richard, tu as quitté la soirée de mon bureau sans dire un mot. Tu m'as embarrassé devant toute ma firme, y compris mon associé principal. » Voilà ce mot encore. Embarrassé. Cette fois, c'était mon départ qui en était la source, et non ma présence. L'ironie était si amère qu'elle me donna presque envie de rire. « Je pensais que ma présence était l'embarras, » dis-je, d'une voix basse et égale. « Je ne faisais que suivre tes instructions de partir tôt. »« Ce n'est pas ce que je voulais dire, et tu le sais. J'étais stressé. Tu racontais cette longue histoire décousue et tu étais exubérant. C'est un événement d'entreprise, pas un barbecue à la permanence syndicale. La permanence syndicale. Un endroit où je n'étais pas allé depuis 20 ans, depuis que j'avais créé ma propre entreprise. C'était une pique délibérée, une façon de me remettre à ma place, de me rappeler la division de classe qu'elle percevait entre nous. L'histoire parlait de mon travail, Hélène, dis-je, en levant enfin les yeux vers elle. Du travail qui a payé ton master, pour que tu puisses obtenir ce poste dans cette firme avec ces gens que tu es si désespéré d'impressionner. C'était la première fois que je lui jetais mon soutien financier à la figure. Les mots étaient laids dans ma bouche, mais leur vérité était indéniable. Un éclair de choc, puis de colère, traversa son visage. « C'est un coup bas, Richard. Un coup bas. Nous étions un partenariat. L'étions-nous » Je me levai, en époussetant la fine poudre rouge de mes mains. Parce qu'un partenariat, ça donne l'impression d'être égal. Ces derniers temps, cela ressemble beaucoup moins à un partenariat et beaucoup plus à un arrangement commercial où je fournis le capital et où toi et les enfants fournissez... Eh bien, je ne suis pas sûr de ce que vous fournissez encore. Certainement pas du respect. Oh, pour l'amour de Dieu, ne sois pas si dramatique, rétorqua-t-elle, sa voix s'élevant. Tout ça à cause d'un petit commentaire lors d'une soirée? Tu vas jeter 22 ans à la poubelle pour un mot stupide? Ce n'était pas un mot, Hélène. C'était le mot qui a finalement donné un sens à tous les autres mots, à tous les autres moments. C'était la pièce finale du puzzle. Je désignai l'atelier. C'est qui je suis. Je construis des choses avec mes mains. J'en suis fier. Et tu as dit que c'était embarrassant. Tu m'as dit de le cacher, de me taire, de me rapetisser pour que je puisse m'intégrer dans ton monde brillant et nouveau. As-tu la moindre idée de ce que ça fait ? Elle resta silencieuse un instant, sa colère momentanément désamorcée par l'honnêteté brute de ma voix. Elle regarda autour de l'atelier comme si elle le voyait pour la première fois. Ses yeux se posèrent sur le berceau. « C'est pour Jessica ?» demanda-t-elle, sa voix plus douce. « C'était, » dis-je. Le passé planait entre nous. « Qu'est-ce que ça veut dire, c'était »
Ça veut dire que je ne suis pas sûr de le terminer. Richard, ne sois pas ridicule. C'est pour ta petite fille. Est-ce que je suis son grand-père ? Ai-je demandé, la question sincère. Ou suis-je, moi aussi, juste le mari d'Hélène à ses yeux ? L'homme qui fournit les meubles sculptés à la main et les chèques pour payer l'espace de la galerie, mais qui n'est pas vraiment de la famille. Hélène a tressailli comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste. Le mariage a été une journée difficile pour elle. Ce sont beaucoup de journées difficiles, alors. La façon condescendante dont Marc me demande des capitaux d'amorçage pour ses combines à devenir riche rapidement, comme si j'étais un vieux bonhomme naïf qui ne comprend rien à la finance. La façon dont Jessica a accepté un appareil photo à 3000 $ et ses plaintes que ce n'était pas le dernier modèle. La façon dont aucun d'eux ne m'a appelé juste pour savoir comment je vais depuis... Je ne me souviens même plus de quand date la dernière fois. Ils appellent quand ils ont besoin de quelque chose. Ils appellent la banque. Et ce soir, tu as été très clair sur le fait que la banque devait être vue et non entendue. J'étais fatigué. Un épuisement profond et accablant s'installait dans mes os. Ce n'était pas une dispute que j'avais envie d'avoir, mais une qui mijotait depuis des années. « Je suis désolé », a-t-elle finalement dit. Les mots sonnaient faux, comme une retraite stratégique plutôt qu'une excuse sincère. Je n'aurais pas dû dire ça. J'étais stressé. C'était une erreur. Je sais que tu regrettes de l'avoir dit, ai-je répondu, la voix lasse. Mais regrettes-tu de l'avoir pensé ? Regrettes-tu que ce soit vrai ? Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est restée là, les bras croisés autour d'elle, une étrangère dans mon sanctuaire. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit. Ce n'était pas une demande, c'était une déclaration de fait. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Richard, ne fais pas ça, a-t-elle plaidé, une note de véritable panique dans sa voix maintenant. Les fondations étaient en train de bouger et ça lui faisait peur. Allons simplement nous coucher. Nous pourrons en parler demain matin. Nous en parlons, Hélène. Tu n'écoutes juste pas. Je l'ai dépassé, j'ai monté les escaliers et je suis entré dans la chambre d'amis au bout du couloir. C'était un espace propre et impersonnel, principalement utilisé pour le rangement. J'ai fermé la porte et le clic du loquet a résonné comme un son définitif et final. Je me suis assis sur le bord du lit dans l'obscurité, le silence de la maison pesant sur moi. J'avais quitté la soirée. J'avais quitté notre chambre. Et je commençais à réaliser que la prochaine étape pourrait être d'abandonner le rôle que j'avais joué pendant plus de 2 décennies. Le simple être tranquille, toujours généreux et infiniment patient. Le lendemain matin, la maison était tendue d'un silence plus lourd que n'importe quelle dispute. J'étais levé avant l'aube, une habitude venant d'une vie de départ matinaux. J'ai préparé du café dans la cuisine, me déplaçant avec une détermination tranquille qui semblait étrangère dans ma propre maison. Quand Hélène est descendue, vêtue de sa robe de soie, son visage était bouffi d'une nuit agitée. « Richard » a-t-elle commencé, la voix hésitante. « Je ne veux pas en parler tout de suite, Hélène » ai-je dit en versant mon café dans une tasse de voyage. Je vais à l'atelier. C'est samedi. J'ai du travail. Je suis parti sans dire un mot de plus. Dans l'atelier, je ne me suis pas approché du berceau. Au lieu de cela, j'ai sorti les plans d'un projet dont je rêvais depuis des années. Un petit voilier en bois, parfaitement conçu. Une annexe, juste assez grande pour une personne. C'était un projet pour moi, sans client, sans échéance et sans autre but que ma propre satisfaction. J'avais acheté l'acajou de qualité marine il y a 5 ans et il était resté dans un coin, à attendre. Aujourd'hui ressemblait au jour idéal pour commencer. J'ai passé toute la journée à mesurer, couper et façonner les premières pièces du cadre. Le travail était exigeant, nécessitant une concentration absolue. C'était un soulagement de me perdre dans la précision des angles, l'odeur du bois, le bourdonnement de la scie. C'était un langage que je comprenais. C'était honnête. Le bois ne mentait pas et ne manipulait pas. Il était ce qu'il était. Mon téléphone a sonné vers midi.
J'ai vu le nom de Jessica sur l'écran et mon estomac s'est noué. Je savais, avec une certitude terrible, pourquoi elle appelait un samedi. Ce n'était jamais juste pour bavarder. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Richard, salut !» Sa voix était vive, joyeuse, complètement inconsciente de la tempête qui faisait rage au sein de notre famille. « Bonjour Jessica. Dis donc, j'ai une nouvelle incroyable. Tu ne vas pas y croire. » J'ai attendu, la main posée sur un morceau d'acajou fraîchement coupé. Tu sais l'espace de galerie dont je t'ai parlé? Celui dans le quartier des Arts? Eh bien, le propriétaire a adoré mon portfolio. Il a dit que mon travail avait une énergie brute et subversive. Tu imagines, il veut me donner une exposition personnelle au printemps. C'est une merveilleuse nouvelle, Jessica, ai-je dit, et une partie de moi, la partie qui avait été son père pendant 22 ans, était sincèrement heureuse pour elle. Félicitations. Merci. C'est un rêve qui se réalise. Il y a juste une toute petite chose. Et voilà. L'autre chaussure qui tombe. Je me suis préparé. Le propriétaire me fait un prix exceptionnel sur le loyer, mais il a besoin d'un dépôt de garantie et des 2 premiers mois de loyer à l'avance pour bloquer l'emplacement. C'est une formalité en fait. Il a d'autres artistes qui font la queue pour ça. Combien ? Ai-je demandé, la voix dépourvue d'émotion. C'est 25 000 $, dit-elle, le nombre glissant de sa langue comme s'il s'agissait de menu monnaie. Je sais que c'est beaucoup, mais c'est l'opportunité d'une vie. Cela lancerait ma carrière. J'espérais que tu pourrais m'aider. Tu as toujours été d'un grand soutien pour mon art. Son culot était à couper le souffle. Moins de 48 heures après un événement où ma personne même avait été jugée embarrassante par sa mère, elle m'appelait pour demander une somme d'argent qu'il m'avait fallu près d'1 an de dur labeur pour économiser. Le décalage était si profond qu'il en était presque surréaliste. Elle n'en avait aucune idée. Ou, pire, elle le savait et s'en fichait tout simplement. Je restais silencieux un long moment, le ronronnement du ventilateur de l'atelier remplissant l'espace. « Richard, tu es là ? » ?»« Je suis là, Jessica. »« Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Tu peux aider ?» Sa voix était imprégnée de la confiance décontractée de quelqu'un à qui l'on n'a jamais dit non. C'était ça, le moment de vérité. Le point culminant des invitations de mariage ignorées, des remerciements négligés, des demandes abusives, de l'humiliation à la fête. Tout se résumait à cet appel téléphonique, à cette seule question. Toute la colère, toute la blessure, toutes les années de ressentiment silencieux se fondirent en une seule résolution, calme et inébranlable. « Non, Jessica, » dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Je pouvais presque entendre les engrenages de sa tête s'arrêter net, essayant de traiter un mot qu'elle ne m'avait jamais entendu prononcer auparavant. « Quoi ?» finit-elle par bégayer. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit non. Je ne peux pas t'aider avec les 25 000 $. Tu ne peux pas ? Ou tu ne veux pas ?» Sa voix avait perdu sa joyeuse inflexion. Elle était maintenant tranchante, accusatrice. « Les deux, je suppose, » dis-je calmement. « Concrètement, c'est beaucoup d'argent, et je ne suis pas en position de simplement le donner. Mais le plus important, c'est que je choisis de ne pas le faire. » « Tu choisis de ne pas le faire ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. C'est ma carrière, c'est tout ce pourquoi j'ai travaillé, l'école que tu as payée, les fournitures, tout menait à ça. Oui, c'est vrai, concédai-je, et j'étais fier de t'aider à y arriver, mais l'aide est une voie à double sens, Jessica, ou du moins, elle devrait être pavée d'un peu de respect, d'un peu de gratitude. Je suis reconnaissante, insista-t-elle, sa voix s'élevant d'indignation. Je dis toujours merci. Dire les mots n'est pas la même chose que de les ressentir. Le respect n'est pas quelque chose que l'on joue, c'est quelque chose que l'on montre, dans la façon dont tu traites les gens, dans la façon dont tu les vois. Mon esprit revint à la fête, au murmure d'Hélène. Tout était lié. Ma réponse est non. Je suis désolé si ce n'est pas ce que tu voulais entendre,
mais c'est ma réponse finale. Je n'arrive pas à y croire, dit-elle, sa voix maintenant chargée de larmes de frustration et de colère, et non de tristesse. Tu es égoïste. Après tout ce que maman a fait, après tout, tu vas juste être mesquin et égoïste. Ta mère est-elle au courant que tu m'appelais pour demander cet argent ? Demandai-je calmement. Il y eut une brève hésitation. Elle soutient ma carrière. Elle veut que je réussisse. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. C'est incroyable, dit-elle, ignorant ma question. Je vais parler à maman. La ligne se coupa. Je reposai le téléphone sur l'établi. Ma main était parfaitement stable. Mon cœur, qui aurait dû battre à tout rompre, était calme. Je ressentais une étrange sensation de paix, comme celle qui arrive après la fin d'une fièvre. J'avais enfin réussi. J'avais tiré un trait dans la sûre. Cela ne tarda pas. 15 minutes plus tard, peut-être, mon téléphone sonna à nouveau. C'était Hélène. Je le laissai sonner. Puis un message texte apparut. Jessica vient de m'appeler, hystérique. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Appelle-moi tout de suite. Un autre texto, 1 minute plus tard. Richard, ce n'est pas un jeu. Tu es en train de ruiner notre famille. Tu l'as puni pour mon erreur. C'est cruel. Et un autre. Marc m'appelle aussi maintenant. Ils sont tous les deux incroyablement blessés. Je ne sais pas ce que tu penses accomplir, mais tu dois arranger ça. Appelle Jessica et excuse-toi. S'excuser. La requête était si absurde, si complètement détachée de la réalité, que je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je ris. C'était un son court, amer, sans humour, mais c'était tout de même un rire. C'était moi qui avais été publiquement humilié. C'était moi dont les sentiments avaient été ignorés. C'était moi à qui l'on demandait maintenant de s'excuser d'avoir refusé de continuer à financer mon propre manque de respect. Je tapais une seule et simple réponse à Hélène. Non, nous pourrons parler quand tu rentreras à la maison. Nous tous. Puis je mis mon téléphone en mode silencieux et le posai face contre l'établi. Je repris mes outils et me remis à travailler sur le bateau. Mon bateau. Le grain de l'acajou était magnifique, d'un rouge profond et riche, avec des lignes sombres et fluides. Il était fort et résilient. Je le façonnerais avec soin et respect. Et il serait à moi. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison était glaciale. Hélène était rentrée à la maison depuis des heures, sa présence une rage silencieuse et mijotante dans les pièces de l'étage. La voiture de Marc arriva dans l'allée vers 6 heures, suivie de celle de Jessica quelques minutes plus tard. J'ai entendu leur voix basse et colérique dans le vestibule, alors qu'ils s'entretenaient avec leur mère. Je suis resté dans mon atelier jusqu'à ce que j'entende Hélène m'appeler du haut de l'escalier, sa voix tendue par un contrôle absolu. « Richard, ils sont là, nous sommes dans le salon. » J'ai pris une profonde inspiration, essuyé mes mains sur un chiffon et suis monté à l'étage. J'avais l'impression d'un homme entrant dans son propre procès. Ils étaient disposés sur les canapés gris minimalistes comme un tribunal furieux. Hélène était assise au centre, les bras croisés, un pilier d'indignation vertueuse. Jessica était à côté d'elle, les yeux rouges et gonflés, tamponnant ses larmes avec un mouchoir. Marc était assis sur le canapé opposé, penché en avant avec les coudes sur les genoux, son expression un masque de déception agressive. Il était en costume, même un samedi, un costume pour son rôle de professionnel de la finance sérieux. Je ne me suis pas assis. Je suis resté debout près des bibliothèques que j'avais construites, dos à elles, sentant la solidité de mon propre travail contre mon dos. Cela me donnait de la force. « Je suis content que vous ayez tous pu venir, » ai-je dit, ma voix calme et mesurée. « Ne fais pas comme si tu avais organisé une réunion de famille amicale, Richard, » a dit Marc, sa voix dégoulinant de condescendance. « Tu as pris Jessica en embuscade, tu as blessé ses sentiments et tu as mis toute sa carrière en danger. »« Ma carrière, » a répété Jessica, sa voix vacillante. « Celle dont tu as toujours dit que tu y croyais. » Je me suis retourné pour les faire face. J'ai regardé Jessica, son visage couvert de larmes, et les derniers vestiges de mon vieux besoin réflexe de la réconforter se sont finalement flétris et sont morts. Ils ont été remplacés par une tristesse lucide. Je croyais en ton talent, Jessica.
J'y crois toujours, ai-je dit. Mais je ne suis plus disposé à être le seul investisseur dans une entreprise où je ne suis même pas traité comme un commanditaire. Je suis traité comme un secret honteux, quelque chose dont il faut avoir honte. Hélène a laissé échapper un soupir exaspéré. Oh, arrête avec tes effets dramatiques à propos de la fête. Je me suis excusé pour ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de tout, ai-je dit, mon regard balayant les trois. La fête n'était que le catalyseur. C'était le moment où j'ai finalement compris que la dynamique de cette famille est brisée. Elle est construite sur une base de mon travail, de mon argent et de ma patience infinie. Et vous continuez tous à prendre, sans y réfléchir à deux fois. Prendre ? A raillé Marc. Tu es notre père. C'est ce que font les pères. Ils soutiennent leur famille. Je ne suis pas votre père, ai-je dit, les mots tombant comme des pierres dans le silence de la pièce. Votre père, d'après tout ce qu'Hélène m'a dit, était un homme merveilleux. Je n'ai jamais essayé de le remplacer. J'ai essayé, pendant 22 ans, d'être un homme dans vos vies qui était une source de stabilité, de soutien et d'amour. J'ai agi comme un père. J'ai rempli les devoirs d'un père. Je vous ai aimés tous les deux comme un père. Mais je ne suis pas votre père. Et vous, surtout ces derniers temps, vous avez rendu cette distinction très très claire. J'ai regardé Jessica. À ton mariage, Jessica, tu l'as rendu clair. Quand tu m'as permis d'être présenté comme le mari d'Hélène, tu l'as rendu clair. J'ai regardé Marc. Quand tu viens me voir avec tes opportunités d'investissement, tu ne parles pas à un père. Tu parles à une cible potentielle, une source de capital facile. Tu me parles avec condescendance de finance, Marc, un domaine dans lequel tu n'es entré que parce que j'ai payé pour l'éducation qui t'y a conduit. Tu le rends clair. Et j'ai regardé Hélène. Et toi, Hélène? À ta fête, quand tu m'as dit que j'étais embarrassant parce que je parlais du travail même qui nous a permis d'avoir cette vie, tu l'as rendu plus clair que quiconque. Je suis le fournisseur, le distributeur automatique, l'homme à tout faire. Mais je ne suis pas ton partenaire, pas un égal que tu respectes. La pièce était totalement silencieuse. Je ne leur avais jamais parlé comme ça auparavant. Je n'avais jamais exposé les accusations aussi clairement. J'avais toujours été le pacificateur, celui qui absorbait les affronts et aplanissait les choses. Cet homme était parti. C'est dingue, a finalement murmuré Hélène, secouant la tête. Tu réécris l'histoire. Nous avons été une famille heureuse. Nous avons été une famille confortable, ai-je rectifié doucement. Et le confort a été acheté avec mon travail et mon silence. Et je ne suis plus disposé à payer ce prix. Donc, pour être très clair, le soutien financier s'arrête. Maintenant. Un allaitement collectif. Qu'est-ce que ça veut dire ? A demandé Marc, sa bravade disparue, remplacée par un éclair de peur véritable. Cela signifie que la banque est fermée, ai-je dit. Plus d'amorçage, plus d'acompte sur les espaces de galerie, plus de chèques de $500 glissés dans votre poche pour l'essence. La vie facile est terminée. Vous êtes tous les deux des adultes, avec des études que j'ai payées. Il est temps de vous tenir sur vos propres deux pieds, entièrement. Tu ne peux pas faire ça, s'est écriée Jessica. Je vais perdre la galerie, je serai ruiné. Non, tu ne seras pas ruiné, ai-je dit. Tu seras gêné, tu devras trouver une autre voie, tu devras peut-être trouver un emploi à temps partiel, comme d'autres artistes en herbe. Tu devras peut-être commencer petit. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a même beaucoup de dignité là-dedans, en fait. Et moi, qu'est-ce qui se passe pour moi ? Hélène demanda, la voix dangereusement basse. Nos finances sont liées. Tu me coupes les vivres, à moi aussi ? Notre mariage est une question distincte, Hélène. Une question que nous devrons résoudre. Mais mes économies, l'argent que j'ai gagné de mes propres mains grâce à mon entreprise, ne seront plus une caisse noire familiale. Ce sera pour ma retraite, pour mon avenir, peut-être pour un bateau. Un bateau ?
répéta-t-elle, comme si c'était le mot le plus ridicule qu'elle ait jamais entendu. Oui, un bateau, quelque chose juste pour moi. Pendant l'heure qui suivit, ils essayèrent tout. Les larmes de Jessica, les accusations de cruauté d'Hélène, les tentatives de culpabilisation de Marc sur la façon dont cela allait détruire leur mère. Ils supplièrent, ils raisonnèrent, ils menacèrent. Pendant tout ce temps, je restais calme. Je n'élevais pas la voix. Je répétais simplement ma position. Ce n'était pas une punition. C'était une limite. Ce n'était pas un manque d'amour. C'était une abondance de respect de soi. Finalement, vaincus, ils partirent. Marc et Jessica sortirent en trombe sans un mot de plus, claquant la porte d'entrée derrière eux. Hélène se retira dans notre chambre, sa chambre maintenant, je suppose, et ferma la porte. J'étais de nouveau seul dans le salon. La maison était silencieuse, mais cette fois, c'était un silence différent. Ce n'était pas vide. C'était paisible. J'avais affronté le tribunal et j'avais survécu. Je n'avais pas remporté une victoire sur eux. J'avais remporté une victoire pour moi-même. Je retournai à mon atelier, le parfum de l'acajou m'accueillant comme à la maison. Je regardais le berceau inachevé, symbole de mon ancienne vie, de sacrifices non réciproques, et je regardais la nouvelle structure du voilier, symbole de mon avenir. Je pris une feuille de papier de verre et me remis au travail sur le bateau. Les mois qui suivirent furent calmes et étranges. Hélène et moi coexistions dans la maison comme des fantômes polis et blessés. Nous parlions de questions pratiques, les factures, les courses, la météo, la chaleur, l'intimité facile que nous avions partagée pendant 2 décennies avait disparu, remplacée par une distance prudente et gardée. Elle attendait que je craque, que je cède, que je redevienne l'homme que j'étais. J'attendais... Je n'étais pas sûr de quoi. Des excuses qui signifiaient quelque chose, peut-être. Ou peut-être simplement que je guérisse. J'apprenais des bribes de la vie des enfants, à travers des remarques coupantes qu'Hélène laissait échapper. Jessica avait, en effet, perdu l'espace de la galerie. Elle avait craqué, puis, à ma surprise et à ma fierté discrète, elle avait trouvé un emploi de serveuse 3 soirs par semaine et avait loué un petit atelier partagé avec une autre artiste. Elle peignait avec une férocité qu'elle n'avait pas eue auparavant. Le dernier investissement infaillible de Marc avait apparemment raté, et de façon désastreuse. Il avait dû vendre la voiture de luxe qu'il avait achetée et déménager dans un appartement plus petit. Ils étaient en difficulté. Ils apprenaient les dures leçons de la gravité, de ce que signifie vivre dans un monde sans filet de sécurité constamment déployé sous vous. Je déversais mon énergie dans le voilier. Il était devenu ma méditation, ma thérapie. Chaque joint était parfait, chaque surface poncée jusqu'à un fini soyeux. C'était la plus belle chose que j'avais jamais construite, parce que je la construisais uniquement par amour de l'art. J'avais renoué avec de vieux amis, des hommes avec qui j'avais travaillé pendant des années. Nous allions pêcher. Nous parlions de moteurs, de bois et des choses simples et honnêtes du monde. Je sentais mon propre âme, qui avait été étirée, fine et pâle pour répondre aux besoins des autres, reprendre lentement sa couleur et sa substance. Un samedi après-midi, environ 6 mois après la confrontation, mon téléphone vibra. C'était un SMS de Jessica. Mon premier réflexe fut de l'ignorer, supposant qu'il s'agissait du prélude à une nouvelle demande. Mais la curiosité l'emporta. Je l'ouvris. Le groupe avec lequel je suis expose dans un petit café du centre-ville. Ce n'est pas une galerie, mais c'est quelque chose. J'ai accroché les 2 peintures dont je suis le plus fier. Je sais que les choses sont bizarres, mais je voulais que tu le saches. L'une d'elles s'appelle « Les mains du menuisier ». Je lus le message 3 fois. Il n'y avait aucune demande d'argent. Il n'y avait aucune exigence. C'était juste une offrande. Un petit pont hésitant tendu au-dessus du gouffre qui s'était ouvert entre nous. Ce soir-là, je suis allé au café. Je n'ai pas dit à Hélène où j'allais. C'était un endroit bondé et bruyant, sentant le café brûlé et le lait cuit à la vapeur. Et là, sur le mur du fond, il y avait les peintures de Jessica. Elles étaient différentes de ses anciennes œuvres, moins abstraites, plus émotionnelles. Et puis je l'ai vue, les mains du menuisier.
C'était une grande toile, une représentation en gros plan de 2 mains, mes mains. Elles n'étaient pas jolies. Elles étaient sillonnées de lignes, cicatrisées, avec des entailles sur les jointures et la légère tache indélébile de vernis à bois sous les ongles. Mais la façon dont elle les avait peintes, elles n'étaient pas embarrassantes. Elles étaient fortes, elles étaient capables, elles étaient rendues avec un détail presque révérencieux. Elles tenaient un petit oiseau chanteur fraîchement sculpté. Je suis resté là un long moment, à la regarder. Une jeune femme avec un anneau dans le nez s'est approchée de moi. « C'est la pièce de mon amie, dit-elle. C'est la meilleure de l'exposition, je crois. Elle a dit que c'était à propos de son beau-père. Beau-père, pas le mari de ma mère. » Le mot, venant d'une étrangère, portait une vérité simple et dépouillée. J'ai senti un picotement familier derrière mes yeux, mais cette fois, ce n'était pas de la douleur ou de la colère. C'était quelque chose d'autre, complètement. De la gratitude, peut-être. La sensation d'un cercle, aussi chaotique soit-il, qui commençait à se refermer. J'ai sorti mon téléphone et j'ai renvoyé un message à Jessica. C'est magnifique, tu les as parfaitement capturés. Je suis fier de toi. Je n'ai pas proposé de l'acheter. Je savais, avec une sagesse nouvelle, qu'il était plus important qu'il reste accroché là, pour que les autres le voient. C'était son œuvre, son accomplissement, gagné de ses propres mains. Quand je suis rentré à la maison, Hélène était assise dans le salon, en train de lire un livre. Elle a levé les yeux quand je suis entré. « Où étais-tu » a-t-elle demandé. La question était douce, sans son tranchant habituel. « Je suis allé dans un café en centre-ville » ai-je dit. Jessica expose une peinture dans une exposition là-bas. Les yeux d'Hélène se sont légèrement agrandis. Elle ne m'a rien dit. « Je sais » ai-je dit. Nous sommes restés silencieux un instant. C'était un silence différent maintenant, moins tendu, plus pensif. « Richard » a-t-elle dit, en fermant son livre. « Tu me manques. »« Je suis là depuis le début, Hélène » ai-je dit, d'une voix douce. « Non » a-t-elle dit, en secouant la tête. « Mon mari me manque. L'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme gentil, drôle, fort. Pas seulement. Le pourvoyeur. J'ai laissé mon ambition, mes insécurités. Je les ai laissés me faire oublier qui tu étais, qui nous étions. Je suis tellement, tellement désolé pour ce que j'ai dit à cette fête, et pour toutes les fois où je l'ai pensé sans le dire. C'était ma honte, pas la tienne. C'était mon échec. C'étaient les excuses que j'avais cessé d'attendre, celles qui étaient sincères. J'ai hoché la tête lentement, laissant les mots se poser. La blessure dans ma poitrine, qui avait été une chose vive et béante, semblait enfin commencer à cicatriser. Elle ferait toujours partie de moi, un rappel du prix du respect de soi, mais elle ne me faisait plus souffrir avec la même intensité. « Tu me manques aussi » ai-je dit. Et je le pensais. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, à nous, à notre famille. Ce ne sera pas un simple retour à la situation antérieure. Je ne serai plus cet homme. Les limites que j'ai construites sont là pour rester. La banque est toujours fermée. Mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que nous pourrions être capables de construire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus petit, peut-être, et de plus honnête. Quelque chose avec une fondation, non pas de sacrifice, mais de respect mutuel. Le lendemain matin, je suis descendu dans mon atelier. Le voilier était presque terminé, sa coque en acajou luisant sous les lumières. C'était une chose de beauté et de force, ma chose. Mais dans un coin, recouvert d'une bâche poussiéreuse, il y avait le berceau. Je me suis approché et j'ai retiré la bâche. Les oiseaux chanteurs sculptés sur la tête de lit semblaient me regarder avec espoir. Ma petite fille devait arriver d'un jour à l'autre. Elle aurait besoin d'un endroit pour dormir. Et elle aurait besoin de connaître l'histoire des mains qu'il avait fabriquées pour elle. J'ai pris un morceau de papier de verre à grains fins. J'avais un berceau à finir. Pas comme une obligation, mais comme un cadeau. Un choix. Mon choix. Et cela, je l'ai compris, faisait toute la différence du monde.